Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce rendez-vous de décryptage de l'information brûlante sur la chaîne d'information continue de Côte d'Ivoire. La participation des éléphantos U17 au mondial a laissé un coup amer aux supporters ivoiriens. Éliminés dès les phases de poule, les jeunes talents n'ont pas su confirmer les espoirs placés en eux après une brillante participation à la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Mauvais casting, préparation défaillante, manque de cohésion ou pression trop forte. Et c'est pourquoi ce soir, nos invités tenteront d'expliquer les raisons de cette contre-performance et proposer des pistes pour rebâtir une équipe compétitive. Et pour ce faire, chers téléspectateurs, nous avons sur ce plateau des invités avec qui nous allons essayer de décortiquer cette thématique qui n'est autre que Mondial 2017. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez les éléphantos? Et nous avons Arnaud Gaza, journaliste à 225 Sport. Bienvenue à vous. Bonsoir Mesmer, merci de nous convier à ce rendez-vous de sport. Aux côtés de Arnaud Gaza, nous avons un ex-joueur professionnel en la personne de Cheikh Doumbia. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Mesmer, merci bien, merci. À ma gauche, nous avons un autre homme de médias, en la personne de Sam Silva. Bonsoir. Bonsoir Mesmer et merci de nous recevoir sur cette info. Et puis, nous avons parmi nous un président de club. Il s'agit là de Monsieur Laurent Kouakou. Il est le président de Kibi Football Club de Mbayako. Bienvenue à vous. Bonsoir, merci de nous convier. D'accord, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, c'est avec ces invités que nous allons tenter de traiter le thème qui n'est autre que Mondial 2017 2025. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec les éléphantos? Alors, sans plus tarder déjà, nous allons commencer avec le premier axe de notre étude qui va parler de bilan global et le niveau de performance de nos différents joueurs à cette prestigieuse compétition qui continue toujours de se dérouler du côté du Qatar. Alors notre première question est autre. Quel bilan général pouvons-nous tirer de la participation des éléphantos U17 à cette Coupe du Monde? Et nous commençons par le président du club. Le bilan, 3 matchs, 3 défaites. Un mondial qui a tourné au cauchemar pour nos jeunes éléphants. Donc un bilan négatif. Un bilan négatif? Oui, très négatif. D'accord. Alors Sam Silva? Ah oui, c'est un bilan négatif, il faut le reconnaître. 8 buts encaissés, 2 marqués, 3 défaites comme il le disait. Bon, on peut le dire, il ne faut pas revivre encore ce bilan-là, honnêtement. Il faut faire l'effort de ne plus revoir ce bilan. D'accord. Alors, Cheikh? Oui, un bilan médiocre. Voilà, médiocre, on n'a rien vu. Voilà, l'équipe ivoirienne est passée totalement à côté de son sujet. Voilà, les raisons sont multiples. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais vraiment, c'était pas bon. Voilà, c'est l'image même du football ivoirien qui a été ternie lors de ce mondial U17 au Qatar. D'accord. Alors, Gaza, votre bilan? Oui, c'est un bilan catastrophique, dans la mesure où on sort dernier de la classe au niveau africain, puisque sur 10 équipes africaines, la Côte d'Ivoire est la seule formation qui n'a pu véritablement se qualifier pour les 16e de finale. Donc c'est un bilan très catastrophique, négatif. Il faut déjà tirer les leçons de cette débâcle et puis pourquoi pas se retrousser les manches pour rebondir de la plus belle des manières. D'accord. Nous savons que sur les 25 qui sont partis du côté du Qatar, nous avons quelques joueurs de la Coupe des Nations de la catégorie où la Côte d'Ivoire a terminé 3e et aussi les joueurs du tournoi UFOAB. Et sur cette liste, nous avons eu que 6 joueurs qui ont été reconduits et le reste ne sont que des nouveaux qui sont venus s'ajouter. Est-ce que cela n'a pas joué un peu en défaveur de notre équipe nationale dans cette compétition, Sam Silva? Oui, c'est clair, ça a joué en défaveur de notre équipe nationale parce que quand vous avez cette homogénéité, et concernant la CAN U17 qui s'est jouée au Maroc, et puis vous avez aussi la Coupe UFOAB, il est évident que tu pouvais faire l'effort de partir avec ces mêmes joueurs. Maintenant, on ne sait pas, quel cataclysme, on a pu retirer certains joueurs et partir avec d'autres. Mais c'était une évidence, parce que déjà, les matchs amicaux nous disaient déjà
que ça allait être difficile pour nous. Donc il fallait s'attendre à cela. Et moi je crois qu'aujourd'hui, on peut le dire, il faut mettre en cause qui. C'est la question qu'on se pose. Mais je crois que déjà nous les gars vont vers le coach. C'est lui là qui fait sa sélection. Soit on t'a imposé cela, mais toi-même tu as décidé de laisser ceux-là qui t'ont donné satisfaction lors de la CAN U17. La question reste posée. Pourquoi ils sont restés? C'est pratiquement 14 à 16 joueurs qu'on a laissé à Abidjan pour partir. Donc, à qui la faute? Alors, Cheikh, comment expliquez-vous aussi le fait de laisser plus de 16 joueurs repartir dans une telle compétition avec seulement que 6 joueurs? Seul l'entraîneur, parce qu'il pourra nous donner les raisons pour lesquelles il est parti avec une équipe, je dirais... Remaniée, hein? Remaniée c'est une équipe remaniée, pratiquement. 90%, oui. Je dirais. Mais bon, c'est lui celui qui a la réponse, parce que avec cette équipe, avec ce remaniement, je ne pense pas qu'on pouvait faire quelque chose. Voilà, quand on parle d'équipe, ça veut dire des gens qui jouent ensemble pendant longtemps, pendant un moment. Et Dieu merci, il a eu un groupe vraiment où la mayonnaise a pris. Oui. Ils ont fait un bon tournoi. UFOAB, oui. Champion. Ils ont été 3e au Maroc. Bon, vraiment, je me demande quel miracle a pu se passer pour qu'un si grand entraîneur, vraiment quelqu'un pour qui j'ai vraiment beaucoup d'admiration, a pu chambouler son équipe, parce que je ne sais pas quel entraîneur au monde peut faire ce chamboulement-là. Parce que n'importe quel entraîneur au monde rêve d'homogénéité, de compatibilité dans son effectif. Mais lui, il avait ça. Et on part au mondial, qui est, je dirais, la compétition majeure. Oui. Et on laisse plus de la moitié de son équipe à Abidjan. 16 ou 14 joueurs à Abidjan, on va avec. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, comme je l'ai dit d'entrée, seul Bassiri qui pourra nous donner les raisons, parce que c'est inexplicable et inadmissible. Voilà. Alors sur cette liste, on avait le gardien de but, Kwasi Chris Yannick, qui nous vient de l'OSC Adadake, et puis Cissé Abdoulaye également, qui a participé aux dernières compétitions avec Bassiriki. Et puis comme défenseur, on avait Obli et Kwame Médéric, voilà, qui a pris part donc à cette compétition. Il était le seul défenseur, le seul défenseur qui a joué la CAN et le tournoi de UFOAB. Et puis au niveau donc du milieu de terrain, on avait seulement Malo Cheikh, voilà, Barou, voilà, qui a participé donc aux autres compétitions. Et puis l'attaque, on a eu seulement que Aïdara, voilà, celui sur qui l'équipe comptait, tous les Ivoiriens comptaient. Alors avec cet effectif, pensez-vous qu'on pourrait arriver loin dans cette compétition? Président, tu voulais réagir? Moi, je dis que les causes de l'échec étaient prévisibles. D'accord. Bon, quand on se focalise sur la liste, moi, je me dis que c'est la cause immédiate. Ça, il y a longtemps qu'on devait prévoir que la CAN serait une CAN catastrophique. Le mondial. Le mondial, pardon. Il y a longtemps. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas tous les jours qu'on a de la chance. On ne peut pas faire du bricolage, un programme d'action. Mais qu'est-ce que vous appelez le bricolage? Mais attends, il y a un flou autour de la détection. On ne sait pas qui va au mondial. On n'a aucun championnat. Mais si on avait un championnat régulier, au moins on pouvait voir les joueurs en action. Oui, et puis le coach pouvait choisir. Mais on ne sait pas comment on recrute les éléphantaux. Il y a seulement 2% des enfants U17 de Côte d'Ivoire qui jouent. Les autres, depuis 2007, ne jouent pas les championnats. 97%. 97%. Il n'y a seulement que les clubs qui ont droit à l'âge, les clubs qui ont le droit de vote, qui ont les enfants qui jouent. C'est-à-dire les clubs de Ligue 1, Ligue 2 et quelques clubs de 3. 81 clubs sur près de 600 clubs qui n'ont pas leurs enfants qui jouent. En plus des centres de formation. Quand Camara remporte la Coupe d'Afrique des jeunes avec les caissiers, mais il est allé dans les quartiers. Ibrahim Kamara. Oui, Ibrahim Kamara, il a pioché dans les quartiers.
Aujourd'hui, on fait avec un groupe. Et comme l'autre l'a dit, on ne sait pas comment on recrute. On ne sait pas comment on recrute. Donc, s'il n'y a pas de lisibilité, s'il y a une défaillance au niveau de la détection, mais forcément, ce n'est pas toujours qu'on va avoir de la chance. Et moi, je me dis que cette fois-ci, on a pu accéder au mondial. La prochaine fois, peut-être on n'y ira pas. Parce que on ne veut pas changer. On ne veut pas changer les choses. D'accord, donc à vous entendre, le coach Basiliki a mal fait son choix, c'est ça? Non, mais moi, je ne peux même pas accuser le coach. Je ne peux même pas accuser le coach. Mais le coach fait avec les éléments qu'il a sous les bras. Mais il y avait eu une liste qui a fait remporter. Non, mais attends, quand on a une liste, on a une liste de 22 joueurs et que c'est seulement 6 qu'on retient pour le mondial, une liste de 22 joueurs qui a fait sensation à la CAN et qu'on retire 14 et qu'on laisse 6 aller au Qatar. Mais c'est du bricolage. Et ce n'est pas toujours qu'on va avoir de la chance. Mais alors, Arnaud Gaza, avec cette liste, est-ce qu'on ne peut pas dire quelque part qu'il y a eu une force souterraine en bas pour que cette liste soit imposée à Basiliki? Je pense que déjà, il faut dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. L'adage est clair. Si vous changez une équipe qui gagne, cela veut dire que vous allez buter sur la muraille d'échecs. Donc, dit que des noms ont été imposés à Basiliki, je ne crois pas. Moi, je suis journaliste, il dit les faits. Basiliki nous a présenté une liste. Il a dit tous ces garçons qu'il a sélectionnés sont dans son écurie. Font partie depuis Montaigu, des jeunes qui jouent avec lui depuis quelques années. Oui. Mais on les a vus avec Montaigu. À Montaigu, oui. etc. Ils sont tous de l'écurie. Il a fait des choix. Il faut qu'il assume. Pour moi, Basiliki est le responsable de l'échec. C'est un grand entraîneur. Je ne doute pas de ses qualités. La preuve, il a été nommé meilleur encadreur de Côte d'Ivoire 2025. Et je salue, je dirais, son travail. Mais sur cette action, je pense qu'il a manqué de coaching, il a manqué de visibilité. Il n'a pas su véritablement réunir les meilleurs pour aller à cette Coupe du Monde. C'est dommage, mais il ne faudrait pas verser l'eau du bain avec le bébé. Il y a des choses qui ont été faites qui ne sont pas catholiques, c'est vrai, on dénonce, mais en même temps, il ne faut pas tirer sur l'ambulance toujours. Il est important de pouvoir tirer les leçons de l'échec et puis pourquoi pas répartir de la plus belle des manières parce qu'il y a encore du travail à faire. Et il y a des bonnes choses avec Basiliki. N'oublions pas qu'il n'y avait pas de championnat des jeunes lorsque nous avons été champions de l'UFOAB. Il n'y avait pas de championnat des jeunes lorsque nous avons été médaillés de bronze à la Coupe d'Afrique U17. Oui. On parle de Franck Kessié. Mais quand Franck Kessié jouait la Coupe d'Afrique U17 avec Kamara Ibrahim, il était au Stade Club d'Adjamé. Il jouait le championnat national. Voilà, donc n'oublions pas que ce sont des jeunes du championnat qu'on a pour partie. Il n'y avait pas non plus des championnats de jeunes de haut niveau. Il n'y en a pas. Oui. Donc, il ne suffit pas de tirer sur l'ambulance pour tirer, mais il faut tirer sur l'ambulance, mais faire des propositions par la suite si cela est nécessaire. Je pense qu'il y a eu véritablement échec. Basiliki est le responsable, c'est le coach, c'est le sélectionneur, celui qui est le premier responsable de l'équipe. Si c'est bon, on dit c'est lui qui est le bon. Aujourd'hui, c'est mauvais, il a fait une erreur, il faudrait qu'il en tire les conséquences. On serait tous les manches et puis on repart. Alors, Sam Silva, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu une pression souterraine quelque part sur Basiliki et en nous faisant sortir cette liste? Et d'accord, je crois que la question est bien posée. Hein. Oui. Il a eu peut-être une pression, pour moi, peut-être. Parce que retirer 16 joueurs, 14 voire 16, oui. Ça veut dire qu'il y a eu un problème. Parce qu'on ne peut pas dire que ces 16 joueurs sont blessés. Et puis, ils n'ont même pas communiqué là-dessus. Il n'y a pas eu véritablement de communication en tant que telle. C'est ça. Donc, vous êtes partis. Mais moi, ce qui est sidérant, c'est que nous avons un entraîneur qui a été primé. Donc, ça veut dire qu'il part dans la même mouvance avec un titre qu'il a déjà eu à Abidjan. Donc, il va sans dire qu'il faut faire une bonne prestation, la bonne figuration pour revenir à Abidjan, pour qu'on dise que vous n'avez pas eu la médaille de manière gratuite. C'est ça. Donc là, vous laissez 16 joueurs, vous partez. Moi, c'est l'interpellation de l'entraîneur et surtout des dirigeants de la Fédération ivoirienne de football. Ils ont fauté sur toute la ligne et l'entraîneur. Aujourd'hui, les fautes reviennent à tout ce monde. Mais
surtout notre ami qui tire, le président qui tire un peu sur le show. Mais c'est dans les bricolages qu'on arrive souvent à prendre des trophées. Mais c'est pas toujours, on va avoir de la chance. On va revenir. Aujourd'hui, Dieu merci, et qu'on a trouvé un DTN. On ne peut pas avoir de la chance tous les jours. Parce qu'il faut savoir tricher aussi sur les autres. Oui. Et ça vient du Maroc. Ça va nous donner satisfaction, il faut faire avec. C'est vrai, vous interpellez, vous criez, c'est un cri d'alarme, c'est un SOS même déjà, puisque vous-même vous êtes dans le domaine. Moi je crois qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fera l'effort. Le bricolage est fini. C'est vrai, Bassirou qui a fauté, mais il a accepté de fauter, parce que ça arrive aujourd'hui à Bassirou qui a fauté. Donc comme vous l'avez dit tantôt, il y a eu une pression. Il y a eu une pression absolument. 16 joueurs blessés, c'est pas possible. D'accord. On peut blesser 3-4, mais 16 c'est trop, beaucoup. Ok, alors nous allons partir du côté de la régie. Nous avons tendu notre micro également à la population pour réagir un peu sur le bilan de la prestation des éléphants U17 à cette compétition. On va suivre ce reportage et nous reviendrons en studio pour poursuivre toujours cette émission. Bon, je pense qu'ils n'ont pas été à la hauteur de leurs 3 matchs qu'ils ont joués parce qu'ils ont foutu la merde. Une équipe de U17 et ils n'ont rien foutu en fait parce que j'ai suivi quelques vidéos sur TikTok dont ils sont en train de danser, chanter sur chanson de Imra. Par contre, ils étaient en mission pour le pays. Le pays les envoie en mission. C'est pour nous rapporter le trophée. Parce que voir les éléphants champions qu'on appelle d'Afrique lors des dernières CAN et puis voir les U17 ou bien U20 en train de traîner les pas, c'est quand même aberrant. Donc il va falloir que le monde sportif revoie qu'on appelle la direction de la FIFA et puis vraiment il faut revoir l'encadrement. Voilà, il faut mettre ce qu'il faut à leur place. Parce que les enfants aujourd'hui ne sont pas bien encadrés, moi je pense quoi. Après les matchs qu'ils ont joués, on fait le constat que le niveau n'est pas encore ça pour cette compétition-là. Voilà. On doit beaucoup travailler parce que la Coupe du Monde, c'est vraiment pas un championnat national. Hein. Voilà. Donc, on a beaucoup travaillé, qui priorise le jeu collectif. Voilà. On a beaucoup travaillé aussi. Ça, ils n'ont qu'à apprendre de leurs erreurs. Voilà. Faut pas se culpabiliser aussi pour être dépressif, tout ça. Pour pouvoir mieux avancer, il faut reculer loin. Donc c'est ça aussi, la défaite fait apprendre. Alors, nous revenons sur ce plateau après donc cet élément. Nous allons redonner encore la parole à nos invités. Alors, pour réagir un peu sur la réaction des téléspectateurs sur ce fait à Nogasa. Voici un peu ce que les téléspectateurs viennent de dire, qui évoque le manque de compétition donc, de ces joueurs et puis aussi le mauvais choix du sélectionneur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je crois que ce micro-trottoir résume ce que je viens de dire à l'instant. Un entraîneur, c'est lui qui est le responsable de l'équipe. Un sélectionneur, c'est lui qui est le premier responsable de l'équipe. Si vous choisissez des joueurs qui ne sont pas à la hauteur, c'est vous que nous allons indexer. Malheureusement, pour Bassiriki, qui est le meilleur, je dirais, encadreur 2025 en Côte d'Ivoire, il a fait un mauvais casting. Il a fait un mauvais choix sur je dirais, cette Coupe du Monde. Il a pensé que peut-être ces jeunes, par rapport au niveau international, mondial, pouvaient véritablement défendre les couleurs par rapport à ceux qui ont joué à la CAN. Mais c'était une erreur. S'il y a eu des mains obscures, je ne saurais le définir. Mais ce que je retiens, c'est que Bassiriki est le premier responsable de l'échec. Ensuite, les dirigeants qui ont fait confiance en Bassiriki. Il faut revoir la politique des jeunes. On en parlera bien sûr. Mais pour l'instant, sur la débâcle des éléphantaux U17, je crois que Bassiriki a été mal inspiré. Je respecte ses qualités techniques, mais il a été mal inspiré. Et je crois qu'il faut vraiment se retrousser les manches pour rebondir de la plus bonne des manières lors des prochaines éditions. Alors, Cheikh? Oui, je dirais que... Si tu es d'avis avec ces téléspectateurs? Oui, le premier responsable de cette débâcle-là, c'est Bassiriki. Voilà, c'est Bassiriki. Maintenant, la question qui est posée, est-ce qu'il n'y a pas une pression ou une main souterraine qui essaie de positionner d'influencer un peu le choix du sélectionneur? Oui, mais visiblement, on sent qu'il y a quelque chose. Il faut être clair, on sent qu'il y a quelque chose, mais on n'a pas les preuves palpables pour pouvoir indexer
qui que ce soit. Donc la responsabilité revient toujours à l'entraîneur. Voilà, il ne peut pas bafouer sa carrière. Voilà, il est en train de monter, il fait de très bonnes choses. Demain, il est appelé à entraîner l'équipe nationale A. Il peut remplacer Faye tranquillement. Personne ne va créer ce scandale parce qu'il a montré vraiment que voilà, c'est un grand entraîneur. Voilà, c'est le futur de la Côte d'Ivoire. Mais comment se laisser, si vraiment il y a eu pression, si vraiment il y a eu des gens qui ont pistonné des joueurs par rapport à la liste dernière, pourquoi ne pas démissionner? Parce qu'il faut mettre ta carrière en avant. Voilà. Une carrière d'un entraîneur, ça ne s'arrête pas à entraîner l'équipe nationale U17 de la Côte d'Ivoire. Non. Tu as le diplôme, tu peux entraîner dans n'importe quel pays. La preuve en est, on a un entraîneur qui entraîne aujourd'hui au Mali, il est qualifié pour les phases de poule. Boudou Mori. Ancien de l'UC Bassam. Voilà, ancien de l'UC Bassam, et puis il était à Yamoussoukro. Aujourd'hui, il entraîne Djoliba, il est qualifié pour la phase de poule de la Coupe CAF. Mais il est quitté ici. Mais il ne faut pas, comme on dit dans nos jargons, gâter ton nom comme ça, pour essayer de tenir ton image. Non. Voilà, il faut avoir le courage de démissionner quand ça ne va pas. N'attendons pas à ce que chaque fin de mois, quand on ne nous paye pas, on dit non, tel ne va pas payer et puis on démissionne. Non, même quand tu n'as pas les clés de ce que tu veux faire, il faut démissionner. Tu peux démissionner. D'accord. Tu n'as pas le matériel même simplement le matériel de travail. Tu n'as pas, tu démissionnes. Pour ne pas ternir ton image. Pour ne pas ternir ton image. Voilà, parce que faut démissionner. il est jeune, l'avenir est là, tout ça. Et puis bon, voilà, c'est un peu dommage. Vraiment, c'est regrettable pour lui. D'accord, malgré. Oui, vous voulez réagir sur quelque chose rapidement? Bon, au niveau de la réaction du public, on ne peut pas réagir sur le choix de l'entraîneur. Parce que nous ne connaissons même pas les enfants. S'ils ne sont pas dans un championnat régulier, comment on va les connaître? Voilà mon problème. Donc je ne peux pas dire que Vassili a fait un mauvais choix ou il a fait un bon choix. Mais avec la prestation, que ces téléspectateurs ont vu. Il a une équipe qui est partie de la CAN U17 et maintenant, l'équipe de la CAN U17 ne se retrouve pas au mondial. Et moi je me dis que c'est lui le problème. C'est pas lui le problème, ça fait partie du bricolage. Non, le problème c'est qui? Ça fait partie du bricolage. Mais s'il n'y a pas une passerelle claire, je finis, s'il n'y a pas une passerelle claire entre les sélections, si au niveau de la détection est défaillante, comment on peut savoir? Donc vous voulez parler d'un mauvais casting? Vous parlez d'un mauvais casting, c'est ça? Mais on n'a pas les clés, de la sélection. Comment on peut parler de mauvais casting? On ne sait pas ce qu'on fait. Mais qu'est-ce qu'on devait faire? Qu'est-ce qu'on devait faire exactement? Mais il devrait avoir un championnat régulier. Ok. D'accord. Oui, sur ça, je ne partage pas l'avis. Je ne suis pas d'avis avec lui. D'accord, allons-y. Voilà. Il revient sur le problème, parce qu'on n'a pas de championnat de U17. On dit, on est d'accord là-dessus. Mais est-ce qu'avec, on ne faisait pas bonne figuration? Avec ceux-là on a rapporté le bricolage. Mais ce n'est pas tous les jours que le bricolage va nous sourire. Oui, j'ai fini. Ce n'est pas tous les jours que ça va s'arrêter. Oui, on va le bricolage va nous sourire. On va écouter Sam Silva. Oui, là-dessus, il faut qu'on soit clair. Oui, allons-y, Sam. Qui est-ce qui a fait la sélection pour le dernier tournoi mondial? C'est lui qui est au banc des accusés. C'est lui le problème. Et si on lui a donné des joueurs, il y a eu des personnes masquées qui ont fait cela, mais il aurait dû refuser. Parce que vous savez, quand on est sur un banc, ce sont des titres. Quelles sont ces personnes masquées? On va pas indexer, mais je dis que quand vous êtes sur un banc, ce sont des titres. On a la preuve. Pep Guardiola, il est aujourd'hui à 1000 matchs. Il est formidable. José Mourinho, autre. Quand vous entraînez une équipe, ça veut dire que vous voulez avoir des trophées. Donc c'est votre nom. Honorabilité. Donc quand on vous propose des joueurs que vous savez qu'ils ne font pas votre affaire, vous n'acceptez pas. C'est simple. D'accord. Arnaud Gaza, oui. Je disais à l'instant que le staff technique a péché. Comment? Le staff technique a péché sur le recrutement, sur le choix des joueurs. Mais n'oubliez pas que Baseliki n'a pas commencé avec ses jeunes à la CAN. Non. Depuis Montaigu. Il entraînait ses jeunes dans l'ombre. Il a participé à des tournois. Et Baseliki a été champion de Côte d'Ivoire avec le RCA, le Racing Club d'Abidjan. Donc il ne sort pas du néant. C'est un garçon qui connaît le football national et international. Donc pour moi, c'est un échec, cette Coupe du Monde. Mais il ne faudrait pas tout de suite verser
l'eau du bébé avec le bébé même. C'est ce que je suis en train de dire sur ce plateau. Il faut éviter de faire comme si Basiliki était très mauvais. Non, il n'est pas très mauvais. Non, il est bon. C'est pour moi que sur cette action-là, il a péché, il a échoué et il faut tout de suite dénoncer cela et essayer de véritablement trouver les solutions. Pourquoi ça n'a pas marché? On le dit, c'est parce qu'il a véritablement travaillé avec une équipe qui n'était pas avec lui depuis un certain moment, sur une période bien précise. Sinon, dans l'ensemble, tous ces joueurs qui sont partis au mondial sont ces joueurs. C'est ce qu'il faut préciser, parce que ne faites pas croire aux téléspectateurs que ceux qui sont partis au mondial ne sont pas ces joueurs. Attention, tous ceux qui sont partis au mondial sont ces joueurs. Mais c'est une période, c'est-à-dire de la CAN jusqu'au tournoi UFOA-B, jusqu'à la CAN, plus de 16 n'ont pas fait partie de l'effectif qui nous ont donné satisfaction. Oui. Voilà la problématique. D'accord. Okay. Alors, oui, tu voulais réagir? Comme ce qu'il venait de dire, bon, peut-être aussi, on ne sait jamais, peut-être qu'ils vont nous sortir pour dire que les joueurs ont changé de catégorie avant la CAN, avant le mondial. Tout le monde s'est informé. Non, je viens. Parce que c'est des hypothèses. On peut changer de catégorie. On peut changer de catégorie dans la même année. Ça peut arriver. Peut-être, c'est une supposition. C'est une supposition. Comme je le disais dans l'ensemble, en fait, les gens abusent un peu du talent des enfants. C'est-à-dire, on se dit quoi? Le joueur ivoirien, il est pétri de talent. Il a une valeur intrinsèque vraiment hors norme. Donc, on s'en fout d'organiser un championnat de jeunes. On s'en fout de tout ça. On bricole. Et aujourd'hui, on est troisième africain. On est champion IFOAB. Sans un championnat. Qui est à la base du bricolage? J'arrive. Donc, les gens, quand je dis, je parle de la fêtière. Oui. Voilà. Donc, on se base sur ça pour ne pas faire un travail chose, comme on appelle, depuis l'arrière, pour pouvoir construire une équipe solide. Voilà pourquoi ils se sont permis d'aller avec 6 joueurs seulement qui ont été à la CAN. Parce qu'ils se disent quoi? Peut-être que ça va passer. Ça pouvait passer. Personne n'allait créer au scandale. Parce qu'on s'est dit quoi? Ceux qui sont là, vraiment, c'est des bons footballeurs, c'est des bons joueurs. Donc, on s'est dit que voilà, ça peut aller. Voilà, donc on est dans le bricolage parce que voilà, le vivier est dense, il y a beaucoup de bons joueurs. Bon, voilà, donc on fait un peu ce qu'on veut. D'accord, c'est vrai, nous avons eu la débâcle. Mais sur le plan du jeu, est-ce qu'il n'y a pas eu des aspects positifs quand même? On n'a pas relevé des aspects positifs? Non, mais c'est ce qu'on disait, il n'y a pas eu d'aspect positif. On n'a pas eu. Parce que quand vous prenez le 6, pourtant vous avez une ossature avant avec laquelle vous produisez bien. Et prenez 6 aujourd'hui, vous cherchez un autre schéma. Comment il faut faire maintenant pour gagner les matchs? Maintenant, chacun, en prenant les nouveaux, chacun veut se faire valoir. Donc, taper à l'heure des recruteurs, des gens qui sont dans les tribunes. Donc, jouez bien pour qu'ils soient soit à Barcelone et autres. Donc, vous voyez que quand vous portez vous seul la balle et que vous voulez jouer seul sans l'autre, il est évident que l'aspect négatif vient systématiquement. Ok, président. Sur le plan du jeu, oui, sur le plan du jeu. Moi, je n'ai rien vu. D'accord. Les joueurs n'étaient pas prêts physiquement. Ok. Il n'y a pas de synchronisation tactique entre les joueurs. Donc, sur le plan du jeu, il n'y avait rien à voir. On s'ennuyait même. D'accord. Alors, Arnaud Gaza, est-ce qu'il y a eu des faiblesses dans des compartiments que vous avez pu relever dans le jeu des éléphantaux? Oui, moi, un garçon comme Aïdara m'avait beaucoup épaté lors de la CAN de la catégorie au Maroc. Oui. Et puis, il a également fait sensation lors du tournoi UFOAB que nous avons remporté face au Ghana. Mais dans cette coupe du Monde, je l'ai vu en dessous de la moyenne. C'est vrai que, bon, fait un test et revenu, mais il n'y avait pas de pouvoir de balle. Voilà, il était un peu esselé, il était un peu en solo. Il n'y avait pas cette cohésion. Ces garçons qui se connaissaient pour permettre à Aïdara de s'exprimer, ils n'étaient pas là. Ils étaient absents. Et ceux qui étaient là voulaient également se faire valoir, comme l'a souligné Soignon, et ça nous a donné un jeu décousu. Il n'y avait pas de cohésion. Et cela a donné ce résultat. Quand vous jouez avec une équipe et vous encaissez près de 8 buts,
vous marquez 2 seulement, alors que vous sortez en tant que médaille de bronze d'une compétition et vainqueur d'une compétition sous-régionale. Bon, comprenez que c'était très négatif. Au niveau de la défense, il y avait véritablement des incompréhensions. On a vu les défenseurs douter, surtout sur le dernier match avec les Asiatiques qui rentraient dans notre défense comme du beurre, un couteau dans le beurre. Donc, pour moi, il y a un véritable travail à faire. D'accord. Le véritable travail, c'est de repartir à zéro. Reprendre ces garçons et travailler de telle sorte qu'ils puissent... Parce que le talent est là, comme on l'a dit, le talent est là avec ces garçons, mais essayer de travailler de telle sorte qu'ils ne soient pas trop éloignés de la sélection et permettre à chacun d'avoir sa chance dans une compétition internationale comme celle que nous venons de vivre. Alors, Cheikh, ah oui, sur la même question, est-ce qu'il n'y a pas eu des aspects positifs donc, dans le jeu des éléphantaux? Bon, l'aspect positif que moi j'ai tiré de ces 3 rencontres, c'est que il faut reconnaître que les adversaires nous ont pas ballottés. C'est vrai, on a encaissé 8 buts et on a inscrit que 2. Mais lors des matchs, la physionomie même, les gens ne nous ont pas aussi malmenés, ballottés. C'est vrai, ça a été catastrophique pour nous parce que on sait la valeur de ces enfants, on sait qu'ils pouvaient faire mieux. Mais quand je regarde les 3 matchs, on n'a pas été aussi laminés, malmenés, de gauche à droite. Vous voyez, ils ont marqué beaucoup de buts sur des coups de pied arrêtés, etc. etc. Il y a eu des pénaltys contre nous, 1 ou 2 pénaltys comme ça, je crois. Donc, c'est sur les faits de jeu. Voilà, ça arrive et puis voilà, la défense qui est souvent mal placée, voilà, sur des petits détails. Vous voyez, donc voilà pourquoi j'ai dit un peu auparavant, les gens abusent un peu du talent des gamins en restant comme ça. On se dit qu'ils sont bons, même les yeux fermés, on peut faire quelque chose. Comme l'a dit un jour Jean-Marc Guillou, en Côte d'Ivoire, quand tu viens en 1 mois, tu peux former une académie. Je dis bien une académie, ce n'est pas une seule catégorie, avec plusieurs catégories. En 1 mois, Jean-Marc Guillou l'a dit. Mais il a fait des pays après la Côte d'Ivoire. Et il a vu que c'était difficile là-bas de former une académie. Donc les gens, ils savent ça. Que, on dort sur nos lauriers, pas de championnat, on fait des bricolages, on se permet d'aller avec 16 nouveaux joueurs qui n'ont pas été dans 2 différentes compétitions. En l'occurrence, l'UFOAB et la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Oui. Bon, pour aller faire quoi? C'est ça. Donc c'est un peu dommage, D'accord. Alors, Président, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que les préparations de ce tournoi-là, on a pas mal préparé donc, cette compétition? Non, mais visiblement, ça a été mal préparé. Quand vous sortez d'un tournoi où vous avez fait une bonne performance et puis on retire 14, on va seulement à 6, c'est sur combien de temps? Donc, ça a été mal préparé. Ça a été mal préparé. Et on a eu 2 matchs amicaux. Mais 2 matchs amicaux, on a perdu. Pour une Coupe du Monde, 2 matchs amicaux, c'est pas insuffisant? C'est vraiment insuffisant. C'est vraiment insuffisant. Un encadrement technique insuffisant, de méthodes vraiment dépassées. On ne peut pas aller au mondial en faisant 2 matchs amicaux. Bien sûr, bien sûr. On faisait 2 matchs amicaux. Tu sais, lui, il disait que nous faisons du bricolage, que ça marche à tout moment. On a un défaut ici. Quel est ce défaut? Le défaut, c'est de faire de donner la priorité au résultat plutôt qu'à la progression. On se dit qu'on peut bricoler, avoir les résultats. Bon, on va venir à long terme, on va le voir après. Mais c'est ce qui tue notre football. C'est ce qui fait que nous régressons. C'est ce qui fait que nous régressons. Donc vraiment, ça a été mal préparé. Mal préparé, préparation insuffisante. Bon, rien n'a été planifié. Un stage court, mal coordonné. Bon, on ne peut que... Mais quand vous dites que ça a été mal coordonné, qu'est-ce qu'on devait dû faire pour éviter une préparation de Coupe du Monde ne se fait pas en quelques semaines ou bien en 1 mois. Quand des joueurs participent à un tournoi et qu'on enlève 14, on ne donne pas de raison. Et qu'on va à 6 seulement, mais c'est du bricolage simplement. Mais Sam Silva, nous savons que la Coupe d'Afrique et le Mondial, il y a eu 2 ou 3 mois seulement pour partir, c'est pas 2 ou 3 mois? Non, la Coupe d'Afrique, oui. Après la Coupe d'Afrique, il faut bien au mois d'octobre. Mais il n'y a pas eu assez de temps pour les préparatifs. Mais sur cet aspect, il y a des équipes en Côte d'Ivoire, on peut préparer des matchs amicaux pour une éventualité.
Donc ne dites pas, il y a même de la sous-région, le Ghana bien produit peut demander des matchs amicaux. Sur cet aspect, moi je crois qu'on ne peut pas jouer 2 matchs amicaux pour aller en Coupe du Monde. Ça, ils ont déjà fauté sur toute la ligne. Mais à l'époque même, on avait des équipes minimes où on avait à Saint-Sylvain et autres. À l'époque, il y avait des équipes minimes qui produisaient des bons joueurs et qui faisaient honneur à Côte d'Ivoire. C'est là qu'on a connu même les Tchétchés aimés et tout ça. Il faut revenir à ce fondamental-là. C'est important, comme il le dit. C'est vrai qu'il y a la formation. C'est vrai qu'on est resté aussi longtemps dans le bricolage après ce temps-là. Aujourd'hui, Dieu merci, la FIF a eu le nœud creux de trouver un entraîneur qui va commencer par les U12 et autres. Et véritablement dans les ligues régionales, c'est une bonne chose. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ça s'est passé. Aujourd'hui, on fait fi de cela pour revoir la chose. Parce qu'il faut aussi tricher sur les autres, comme on le fait avec le Maroc aujourd'hui. C'est ça. Le Maroc est au sommet. Ils sont au sommet. Ils ont commencé à préparer ce que nous, on ignorait. Oui, c'est à peu près comme Maître Roger Ognet. Au moment où il préparait la SEC, Sol Béni, Zinsou l'insultait. Aujourd'hui, qui est devant? C'est Maître Roger Ognet. C'est comme ça qu'il faut. Il faut tricher aussi sur Maître Roger Ognet. C'est vrai que c'est souvent difficile de prendre ses joueurs, mais il a raison aussi. Il faut faire comme lui. Il faut savoir tricher. Honnêtement, il faut savoir tricher. Parce qu'il sait tricher. Non, comme le dit si bien, c'est la préparation depuis le bas âge, même si vous pouvez prendre le joueur. Honnêtement, comment le former? On a des écoles où les enfants vont à l'école déjà avec les balles. À partir de là, comme l'Europe, c'est trop simple. Plus simple que ça. D'accord. Alors, Cheikh Doumbia, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que l'enjeu a pesé un peu sur les joueurs? L'enjeu de la compétition? Bon, je ne dirais pas que l'enjeu a pesé sur eux, parce qu'ils ont eu la chance de jouer la CAN. Et dans pas longtemps, ils ont joué l'UFOAB. Ils sont dans le moule, ils sont dans le bain, ils sont lancés. Donc même s'il y a un mondial, c'est vrai qu'il y a un enjeu un peu plus important que ces 2 compétitions. Mais je crois qu'ils sont déjà lancés, ils sont déjà dans le bain. Je ne pense pas. Si, par exemple, on jouait le mondial peut-être 2 ans après la CAN, mais c'est pratiquement, c'est dans la même année. Donc non, je pense pas. Voilà, ils ont été déjà vaccinés, comme on le dit. Ils étaient déjà dans le bain. Donc c'était vraiment l'occasion même pour cette génération-là d'exploser, d'éclore. Mais bon, vraiment, c'est dommage. C'est un peu triste, ça fait mal au cœur. Voilà. Mais il le disait, lui qui a joué au haut niveau, il sait que jouer dans le Maghreb est plus difficile que partout. Mais la Côte d'Ivoire a su bien se comporter à la CAN U17 au Maroc. Bien sûr. Donc c'était une évidence pour de se produire encore plus. Maghreb, pour jouer au Maghreb, vous savez que c'est difficile. Bien sûr. Donc ils ont résisté au Maghreb. Pourquoi ne pas résister? Et puis c'est dans les petits stades que les gars jouaient. Pourtant, l'autre là c'était Mohamed Salah, Mohamed VI, du monde. Ils ont joué contre le Maroc. Ils ont été impressionnants. Il n'y a pas eu d'enjeu. D'accord. Alors, nous allons aborder le dernier axe de notre émission qui concerne donc la formation, les structures nationales et pistes d'amélioration, faire des propositions pour que désormais nous puissions être au top dans les compétitions à venir. Est-ce qu'on peut dire que au niveau donc des jeunes, la formation passe bien à Nogasa? Mais je pense que nous sommes tous sur le territoire national et nous assistons aux différentes compétitions. Il n'y a pas de championnat des jeunes. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas mélanger les choses. Il n'y a pas de politique pour les jeunes. Il n'y a pas de politique pour la progression des différentes catégories. C'est ce qui tue le football. Mais il y a des compétitions pour les réserves, les équipes. Les réserves, qui sont ces réserves? Les réserves sont les équipes de la Ligue 1. Oui. C'est là que je vais maintenant rejoindre le président du club. Parce que dès l'entame de notre émission, il s'est déjà penché sur cette formation. Mais là, au début, on parlait de l'échec. Mais maintenant, pour atteindre un autre niveau, il faudrait qu'on ait une politique de football véritable, de formation. Parce que, regardez Maître Roger, quand Guillaume est arrivé en Côte d'Ivoire et qu'il travaillait avec la première promotion des garçons comme Zokora, Didier, Koupa Barry, Maître Roger disait, ce sont ces garçons-là qui vont nous permettre de jouer la Coupe du Monde. Regardez l'évolution. Après, il y a la promotion de Yaya Touré, etc. Yaya Touré n'a même pas joué dans le championnat ivoirien. Regardez la promotion. Dès qu'il a fini, il est parti. Quelle est la génération qui nous a permis de jouer la première Coupe du Monde en 2006? C'est la promotion de l'Académie Mosifcom. Oui. C'est pour dire quoi? En toute chose, c'est un projet.
C'est pourquoi je rejoins maintenant le président pour dire qu'il faudrait que le président de la Fédération ivoirienne de football mette en pratique un programme de championnat des jeunes. Il n'y a pas de championnat des réserves. Regardez en Europe, on parle des zones, championnat au niveau des interzones, interdépartementales. Et puis il y a interdistrict. Tout ça se retrouve par national par la suite. Mais ici, il y a des écoles de football et puis il y a des centres de formation. Ne confondons pas. Voilà, les académies ne sont pas très nombreuses comme on le pense. Il faut répartir sur la base de la formation. La formation de base pour atteindre un niveau élevé. Dakar a compris, Maroc a compris, mais la Côte d'Ivoire veut improviser. J'ai dit non, ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas improviser. Allons-y à la formation des tout petits avec les différentes catégories pour atteindre les seniors. Alors, Cheikh, qu'est-ce qu'on doit apporter donc dans cette formation pour que nos jeunes gens, pour ces compétitions-là, soient vraiment aguerris? Avec les U17 là? Oui. Bon, dans nos différents centres de formation, quelle formation il faut apporter véritablement? Bon, je dirais que la formation en tant que telle, la formation de base, c'est on dit les anciens joueurs ou bien soit les fanatiques, c'est-à-dire quelqu'un qui décide. Souvent, comme il a dit, il y a deux catégories de formation. D'accord. Il y a les académies et puis il y a les centres de formation. Mais moi, je dirais que le footballeur ivoirien est tellement petit de talent qu'on peut aller dans un plein air comme ça, voir des gamins s'entraîner, mais un Ronaldo ne peut sortir là-bas. Ah oui, on les voit dans nos différents quartiers. Hein? Donc, moi, je passe des génies dans nos quartiers. Moi, je n'ai pas ce complexe-là. Vous dites académie. Non, moi, je mets tout le monde sur le même niveau. Parce que le génie même peut sortir. Comme on appelle dans nos jargons, centre de formation anti-soleil. C'est-à-dire, voilà, on met 2 ballons et puis. Mais des génies peuvent sortir là-bas. Le problème clé, il faut qu'il y ait un championnat de toutes les catégories. Voilà. Parce que sans compétition, on ne peut pas évaluer quelqu'un. Sans compétition, on peut rien. Voilà. Quand il est minime, il commence à se frotter à ses amis, un peu. Mais en cadet, quand tu vois 2 ans, 3 ans après, quand il va passer quelques années, une autre catégorie au fur et à mesure. Mais il a guéri. C'est ça. Il a habitué déjà au stress de match, comment gérer une presse. Il est déjà habitué à se à guérir. Donc, maintenant, il passe en senior, maintenant, il devient autre chose. Voilà, donc, c'est des compétitions. Maintenant, au niveau des centres de formation, chacun gère son équipe ou bien son centre de formation selon ses propres moyens. Mais alors, président, il faut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Ok, président Laurent, vous êtes président du centre de formation d'une école de football, si je peux le dire ainsi. Alors, qu'est-ce que vous apportez comme formation dans votre centre? Non, je voulais revenir à ta première question où tu dis qu'est-ce qu'il faut changer. D'accord, allons-y, avant de revenir à ma deuxième question. Il faut changer pratiquement tout. D'abord, au niveau de la détection. Et puis organiser régulièrement les championnats. Et quand on organise les championnats, ce n'est pas les championnats des réserves, ni les championnats des gamins de clubs de première et deuxième division. Il faut organiser un championnat de U13, U15. De toutes les catégories. De toutes les catégories. D'accord. Et puis créer une base de données pour ne pas qu'on ait ce que nous avons vu, où 14 joueurs disparaissent de l'écran radar, on se retrouve à 6 qu'on a complété au mondial. Il faut qu'il y ait une base de données. S'il y a une base de données, on va structurer la compétition des jeux. On met en place, comme il a dit, un véritable championnat national. Pas un championnat de clubs qui ont le droit de vote, pas un championnat de clubs de Ligue 1, de Ligue 2. Et puis, il faut que le DTN, il faut que le DTN soit partout sur le territoire national. Peut-être à travers les CTR, mais il faut que ce soit effectif. Tout de suite, il parlait non, du DTN qui est arrivé. Son nom même. Des problèmes avec son nom. Mais le plan d'action de Younes, la Fleurel l'a fait, Bartoli l'a fait. Il a fait le même plan d'action, pratiquement. Mais c'est à la mise en place du plan d'action qu'il y a eu problème. Avec, je ne sais pas qui à la fédération, mais ils sont partis. Parce qu'on a travaillé avec eux. C'est un travail
inachevé, Inachevé. avec eux. D'accord. Donc, il faut que le DTN mette en place quelque chose de crédible. Mais cette fois-ci, la FIFA s'est ingérée. Hein? Oui, mais cette fois-ci, c'est la FIFA qui finance. Oui. Je n'ai pas encore fini. Voyez-vous, si on demande au coach, à tous les coachs de Côte d'Ivoire, mais quel est le système de jeu de la Côte d'Ivoire? Quel est le système de jeu de la Côte d'Ivoire? On n'a pas de système de jeu. En Hollande, c'est le 4-3-3, des U13 jusqu'à la première, jusqu'au U20, jusqu'à la première équipe. Un 4-4-2 classique. 4-3-3. Ça, c'est la Hollande. La France a son système de jeu. Et ça, il faut qu'on impose un système de jeu. Il faut qu'on ait notre système de jeu. Il faut que le DTN soit sur le terrain pour expliquer aux différents coachs, parce que les gens font du bénévolat. Il faut que le DTN aille sur le terrain à travers ses CTR pour expliquer le terrain. Pourquoi pas, au milieu des championnats, regrouper les coachs par zone pour leur expliquer là où on va, que voilà la direction qu'on doit prendre. Voilà ce que vous avez fait. Voilà ce que vous n'avez pas pu faire. Voilà ce qu'on doit redresser. Mais est-ce que cela ne se fait pas déjà, puisqu'il y a des stages de formation que la DTN organise? Non, ça ne se fait pas. Il a fait un plan d'action quand même. Oui, j'arrive. Ça ne se fait pas. Et puis, le DTN qui arrive, il faut qu'il s'appuie sur ce qui est là. Aujourd'hui, à défaut de championnat, les clubs se sont organisés en différentes zones. Mais les unions, à Boaké comme à Yopougon, il faut qu'ils s'appuient sur ces unions-là. À Bobo. À Bobo, il y a l'UEFA. à Bobo. Oui, à Korogo. Il faut qu'ils s'appuient sur ces unions pour faire un travail potable. D'accord. Et puis, il faut je le répète, il faut qu'il y ait une base de données, il faut qu'il y ait une passerelle entre les U13, les U15, les U16 et la première équipe. S'il y a une passerelle, si les choses sont coordonnées, on ne peut pas voir ce que nous avons vu dans ce mondial. Je pense que la nouvelle direction technique a bien vu cela, puisque le projet a été lancé tout dernièrement. Il a déjà fait un chemin de travail. Peut-être que ça va être compliqué dans la faisabilité. Nous, on attend de voir. Son programme qu'il a fait, on parle de U12 jusqu'à là, il va le faire. Voilà. Nous, on attend de voir. Oui. Il est venu, ça n'a pas été pérennisé par rapport à ce que vous disiez à l'instant. À l'époque, ça existait, mais c'est pas parti. C'est pas bien parti. Il y a eu peut-être la catastrophe, on ne sait pas ce qui cette fois-ci, ça a commencé, hein, ça a commencé déjà. Ça a commencé, puis ça s'est stoppé d'un seul coup. Mais aujourd'hui, l'UNES Adam va faire un travail. Donc il faut l'accompagner dans ce travail. Vous qui êtes dans les unions et autres centres, c'est vous qui devez aussi aider les gens. Parce que quelqu'un vient, il faut plus d'aider, il faut solliciter la personne. Oui, non, je pense qu'il y a CFACI. Oui, il y a CFACI qui est également dans la gestion de la fédération. Simplement qu'il n'y a pas de moyens pour organiser les championnats. J'ai oublié quelque chose d'important. Oui, c'est quoi? Vous savez, au niveau de notre football en interne, la rémunération des transactions internes, il n'y a pas de rémunération des transactions internes. Figurez-vous que quand les coachs forment les joueurs, au niveau interne, la CEP prend ton joueur sans te donner un rond. Non, ça c'est une organisation, c'est vous. J'arrive. C'est vous. Non, j'arrive. Au niveau, ça a été voté en AG. Les rémunérations internes, en interne, les transactions ne sont pas rémunérées. Où c'est rémunéré, c'est quand ton joueur part à l'extérieur. C'est pas tout le monde qui a le contact. Donc si, je pense que c'est clair, la nouvelle fédération a pensé à ça. Hein. La nouvelle fédération a pensé à ça. Vous êtes laissé. Je pense que comment on peut laisser berner? On n'a pas à l'âge, on peut se laisser berner. Il y a ce qu'on appelle le suivi. Vous avez un joueur que vous formez. On a un suivi. Hamza Gamal reçu un coup que vous. Non mais Hamza Gamal, il a ses contacts que tout le monde n'a pas. Chacun doit créer. Il a ses contacts que tout le monde. Mais il faut qu'on organise le football ici. Quand quelqu'un, pas ça. Quand quelqu'un forme un joueur ici, il faut que ça soit clair au niveau de la FIF, au niveau de la fêtière, que quand vous formez un joueur, vous devrez être rémunéré. Si les transactions internes sont rémunérées, c'est clair, c'est notifié sur papier. Je pense que
Mais les choses vont... C'est une politique interne. Hein? Oui, Je pense que le football est coiffé par la FIFA. Oui. Et il y a des règles. Oui. Aujourd'hui, il y a ce qu'on a, depuis des années, il y a ce qu'on appelle les agents de joueurs. Les agents de joueurs sont là, ils ont même créé des organisations. En Côte d'Ivoire, il doit y avoir 2 organisations d'agents de joueurs. Il faudrait que les responsables de clubs ou des centres de formation se rapprochent de ces agents de joueurs pour qu'ils puissent leur expliquer comment ils doivent les accompagner. Parce qu'un agent de joueur, ce n'est pas un vendeur de joueurs. S'il vous plaît, permettez que je puisse chuter. Allons-y, oui. Pour qu'ils puissent les aider. Parce qu'un agent de joueur, ce n'est pas un vendeur de joueurs. C'est une personne qui met en place un programme jusqu'à profit des carrières du joueur, qui coordonne, qui accompagne les clubs et les joueurs. Donc, allez-y vers ces agents de joueurs pour qu'ils puissent vous aider, ils puissent organiser votre structure, organiser vos joueurs, et vous-même vous organiser. Vous ne pouvez pas dire, si vous n'êtes pas un agent de joueur, si vous n'êtes pas reconnu, et un agent de joueur, avant de vous engager pour signer un contrat, il faut demander sa carte FIFA. Parce qu'ils ont une carte. Ils ont une carte. Ils ont même organisé récemment, dans un hôtel de la place, une conférence de presse pour présenter leur organisation. C'était hier déjà. C'était le mercredi dernier. S'il vous plaît. Je pense que quand on parle, on prend la peine d'écouter les autres. Ça sera très intéressant sur le plateau et on va avancer. Alors, pour chuter, il est important que chacun de nous, en tant qu'acteur du football, apporte sa pierre. Et pour apporter sa pierre à l'édifice de la construction et le développement de notre football, il faudrait que chacun sache quel rôle jouer et chacun parte vers celui qui doit l'instruire pour véritablement organiser notre football. Et c'est ensemble qu'on sera fort et non en tirant sur l'ambulance parce que l'ambulance est en train de transporter des malades. Ok, alors donc, il nous reste pratiquement 5 minutes. Nous allons faire un peu le tour de table pour pouvoir véritablement mettre un thème à cette émission. Oui, mesdames et messieurs, il nous reste quelques minutes. Nous allons donner 1 minute à tout un chacun, voilà, pour conclure voilà, cette émission. Qu'est-ce qu'on doit retenir pour que désormais nous ayons des équipes U17 très performantes dans nos différentes compétitions? Cheikh Doumbia. Je crois qu'il faut organiser le championnat de toutes les catégories. Voilà, dites mineurs, etc. Il faut, voilà, minime, cadet, junior, espoir, senior. Il faut organiser un vrai championnat d'élite. De telle sorte que les enfants, depuis le bas âge, ils sont habitués à la compétition, à la gagne. Voilà, et quand ils passent senior, ils deviennent incontournables. Voilà, sur le marché. Voilà, ils deviennent maintenant des concurrents. Quand tu montes sur un terrain. Voilà pourquoi souvent on dit non, le joueur ivoirien, il n'a pas le fighting spirit, il n'est pas courageux, il n'a pas. La gabarit n'y est pas. Voilà. Parce qu'il est là comme ça, il a 15 ans et tout d'un coup, à cause de son talent, papa. Et il s'en va. Il s'en va. Demain, il a l'équipe nationale. On dit, mais il n'a pas ça depuis le bas âge. D'accord. Voilà. Donc, si on organise ça, ils auront la niaque depuis le bas âge. Et quand il va grandir quand il va partir en équipe A, c'est fini. Voilà. Et merci beaucoup. Alors, Président Laurent, en quelques mots. En quelques mots, je pourrais dire que l'avenir du football ivoirien dépend de sa capacité à former. Pour former, il faut jouer beaucoup. Donc, il faut organiser les championnats de jeunes. Et puis, à suivre ces joueurs-là. J'ai parlé tantôt de base de données. On ne pas connaît, on voit ce que nous avons vu. Et puis après, protéger les jeunes. Protéger les jeunes, il faudrait qu'il y ait quelque chose de clair au niveau de la transaction interne d'abord. D'accord. Parce que tous nos joueurs, quand vous allez fouiller les équipes du Mali et le Burkina, il y a beaucoup d'Ivoiriens dedans. Ils sont arrivés comment? C'est ça. Parce qu'il n'y a pas eu de proposition concrète. Je parlais tout de suite de transactions internes. Les centres de formation ne peuvent pas vendre en interne. C'est à l'extérieur seulement qu'on peut vendre. Mais il y aurait forcément les ordres des joueurs. C'est de ça que je suis en train de parler. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. D'accord. Et donc, si la transaction interne n'est pas rémunérée, ça c'est un défaut. Donc, je reprends. Il faut qu'on forme, qu'on suive le joueur et qu'on protège nos jeunes. Merci beaucoup, Président. Alors, Sam Silva. Alors, moi, je félicite d'abord la Fédération ivoirienne de football qui a pu avoir l'UNES à table pour les championnats de U12 et autres. Et c'est bien. Mais il ne faut pas aussi se focaliser aujourd'hui sur
Maracana, petit poteau. Parce que ça aussi, c'est vrai qu'ils sont talentueux, mais ils n'ont pas ces automatismes-là à jouer les grandes rencontres. Et ça, vraiment, il faut les sortir de là. Et c'est le constat qu'on fait souvent dans les matchs, parce que vous faites les zigzags, vous dites, c'est pas ça le football aujourd'hui. Et tous ceux qui jouent, on a l'impression que c'est dans les Maracana qui sont forts. Ça, il faut mettre ça de côté. Et comme on a eu l'UNES à table, je crois qu'aujourd'hui, va pouvoir permettre aux Ivoiriens d'avoir des schémas tactiques depuis le bas âge. À l'âge de 12 ans, déjà, vous avez le schéma. Il est sûr que vous avez... Mais aussi demander à ces patrons propriétaires des unions et autres, des équipes jeunes, de vraiment collaborer avec celui que la FIFA a désigné pour qu'ils soient en symbiose pour réussir véritablement ce schéma, ou même ce programme fait par la Fédération. Merci beaucoup. On a vu aussi Kader Keita qui est sorti de Maracana, mais on a vu, il a fait les beaux jours du football ivoirien. Donc il faut considérer aussi ceux qui jouent le Maracana. Hein. D'accord. Allo Gaza. Oui, merci. Je pense qu'il faut passer à la formation. Oui. La formation, mais surtout le championnat des jeunes dans toutes les catégories. La base de la réussite, c'est la formation. Mais si on forme et qu'il n'y a pas de championnat, ces enfants ne pourront pas être évalués. Donc, pensons au championnat dans toutes les catégories. Ça doit être une priorité pour tous les candidats à la Fédération ivoirienne de football. Et je pense qu'à partir de là, on aura des garçons aguerris qui s'affrontent. Il n'aime pas dire d'organiser championnat des réserves. Il dit championnat des jeunes dans toutes les catégories. La France le fait, c'est bien. Ils vont toujours en France. D'autres même ont joué en France, ils sont grands managers en France. Ils reviennent en Côte d'Ivoire, ils vont au championnat des réserves. Non. Championnat des jeunes dans toutes les catégories, ça c'est le prix-là que la Côte d'Ivoire pourra monter dans 10 ans, 15 ans et avoir pourquoi pas des garçons qui pourront jouer la Coupe du Monde, voilà, dans toutes les catégories. En tout cas, merci beaucoup, chers invités, d'être venus pour décortiquer donc cette thématique brûlante concernant la débâcle prématurée des éléphants U17 au mondial de la catégorie qui se déroule en ce moment du côté du Qatar. Merci également à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Ce que nous devons retenir, c'est que un parcours décevant, c'est ce que nous avons remarqué, un parcours décevant, mais riche aussi en leçons. Et le plus important désormais, c'est d'en tirer profit pour préparer l'avenir et bâtir surtout une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau. Merci à nos invités, comme je viens de le dire, et chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et rendez-vous au prochain numéro de Sport Débat. Merci. Au revoir. Au revoir.